Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les présidents, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a un peu plus de 5 ans, Monsieur le Premier Président Lamanda nous accueillait alors avec une grande joie dans ses illustres locaux pour le colloque inaugural de notre association des professionnels du contentieux économique et financier. Il relevait alors l'occasion précieuse qu'allait être donnée à des juristes de tous horizons de mettre en commun leurs réflexions et leurs expériences afin d'imaginer ensemble des solutions innovantes dans le respect d'une éthique partagée pour régler les difficultés et les litiges nombreux et divers dans le domaine économique et financier. Cette démarche, alors intrigante, s'insère, me semble-t-il, aujourd'hui parfaitement dans une évolution législative qui encourage le rapprochement des professionnels du droit. Je pense ainsi notamment à la loi dite Macron du 6 août 2015 qui a entre autres créé les sociétés multiprofessionnelles d'exercice. Cette volonté de concertation doit aussi répondre à l'élargissement également voulu par le législateur des modes de règlement des différends, le recours ainsi parfois obligatoire à des modes alternatifs de règlement des différends, tels la médiation, ne doit pas, me semble-t-il, priver le citoyen ou le justiciable du droit d'une application de règles communes issues d'une réflexion partagée et d'une réflexion enrichissante. Faute de transmission d'une connaissance de tous, pourrait-on alors parler de justice ? Monsieur le Président Dumas, qui a eu l'honneur et la lourde tâche d'œuvrer à la construction et à l'essor de notre association, avait trait, outre les magistrats et les avocats, les experts judiciaires, les experts comptables, les juristes d'entreprise, toujours sous le regard attentif des professeurs. Qu'en est-il ? 5 années se sont écoulées et c'est avec une humilité mêlée de fierté que je viens aujourd'hui vous rendre compte du travail accompli. Sans doute ce travail paraîtra mince à certains d'entre vous. Outre les commissions de réflexion qui font l'objet spécifique de ce colloque de restitution, l'association a organisé des tables rondes et des déjeuners techniques très appréciés sur des thématiques variées et d'actualité, telles que la réparation du dommage dans l'arbitrage, événement qui a été organisé en février 2016 en partenariat avec le Cercle Montesquieu, ou bien plus récemment, en avril 2019, la Convention judiciaire d'intérêt public. Notre très actif et brillant secrétaire général, M. Wanich, reviendra certainement sur ces travaux dans sa présentation du travail de l'association. Vous pourrez également trouver la liste de ces manifestations sur notre site Internet. S'agissant des commissions de réflexion, permettez-moi seulement de vous faire part des difficultés qui doivent être surmontées dès le choix des thèmes pour que vous compreniez finalement qu'en 5 ans de travail, nous n'avons réussi à produire que 4 ou 5 rapports de commission. Un thème, oui, mais pour faire quoi ? Quel objectif poursuivre ? Simple réflexion ou approfondissement d'une position déjà arrêtée ou recherche d'une inflexion législative. Je crois que vous pourrez trouver différents exemples dans les travaux qui vont vous être rapportés. Et parfois, hélas, je dois même dire que nous avons dû renoncer à une production, à un écrit, à l'issue pourtant de nombreuses réunions de travail, parce que les professionnels intervenant sur des orientations majeures n'ont pas réussi à arriver à un consensus, ne serait-ce qu'à minima, pour pouvoir vous faire part de résultats. C'est ce qui s'est malheureusement produit autour de la question du dommage à l'économie,
qui est une composante de la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Mais peut-être qu'un jour, nous reprendrons ces travaux. Sur ce point, une réflexion peut naître, me semble-t-il, aujourd'hui. Faut-il poursuivre les travaux sous la forme qui est celle aujourd'hui, donc à l'issue d'une réflexion qui a duré pendant plusieurs mois, une production d'un document relativement fourni, ou faut-il alors plus rapidement travailler sur de plus nombreux sujets? Je n'ai pas la réponse. Permettez-moi de vous dire que ce colloque est pour moi l'occasion idéale de remercier sincèrement et chaleureusement toutes les personnalités qui ont sacrifié une grande part de leur temps. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont décidé ou qui décideront d'adhérer un jour à notre association. C'est le seul moyen d'enrichir encore notre réflexion, puisque nous faisons toujours appel au bénévolat pour enrichir nos travaux. Je vous remercie de votre attention et je laisse tout de suite la parole à notre secrétaire général, M. Wanich. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de m'associer à vous pour adresser mes très vifs remerciements à Monsieur le Premier Président Louvel pour avoir accepté de nous ouvrir les portes de ce haut lieu chargé d'histoire et de droit où nous nous trouvons aujourd'hui à l'occasion du second colloque de notre association. Souvenez-vous, il y a 5 ans, presque jour pour jour, nous étions réunis au sein de cette même grande chambre de la Cour de cassation, en présence de Monsieur le Premier Président Lamanda et de Monsieur le Président Dumas, pour porter l'association sur les fonds baptismaux. Notre ambition commune, restée intacte, était d'ouvrir un espace de réflexion pluridisciplinaire à disposition des professionnels du contentieux économique et financier. Nous pourrions ainsi mettre en commun, dans la durée, sur des questions d'intérêt public, les réflexions et les expériences de chacun, magistrats, arbitres, responsables juridiques d'entreprise, avocats, experts, universitaires, pour contribuer à l'amélioration du traitement de ces contentieux. 5 ans se sont écoulés, 5 années passionnantes de travaux et de réflexions, au cours desquelles nous avons entrepris de traduire en réalité cet ambitieux programme, sous la présidence bienveillante et impliquée de Madame la Présidente Favre, que je tiens à remercier ici très chaleureusement pour sa disponibilité et la justesse des orientations qu'elle a su faire prendre à l'association. Près d'une dizaine d'événements se sont tenus sous les auspices de la PCEF sur des thèmes variés ayant trait au contentieux économique et financier, la mesure du préjudice contractuel, la réparation du dommage dans l'arbitrage international, le devoir de loyauté, le financement des litiges internationaux par une partie tierce, les dispositions anticorruption et la responsabilité pénale des dirigeants, la gestion des conseils par les directions juridiques dans le cadre des contentieux, la stratégie de l'entreprise face aux risques contentieux et dernièrement, la convention judiciaire d'intérêt public. Ces événements ont chaque fois offert aux participants l'occasion de riches échanges avec des personnalités de premier plan issues du monde universitaire, de la magistrature, de directions juridiques de grandes entreprises. Et je veux à ce titre remercier particulièrement M. Pierre Laporte, qui a accepté d'animer avec talent les tables rondes de l'association. 4 commissions de travail ont à ce jour publié leur rapport, dont les conclusions vont vous être présentées cet après-midi. Le rapport sur la réparation du préjudice écologique vous sera présenté par Madame Aude Solveig-Epstein, maître de conférence en droit privé à l'Université de Caen, rapporteuse de la commission. Les rapports sanctions en procédure collective et sur l'homologation de l'accord de conciliation par le tribunal feront l'objet d'un exposé par Madame le professeur Corinne Saint-Alary-Ouin, professeure émérite à l'Université de Toulouse, directrice scientifique de la commission. Le rapport sur l'expertise dans les médiations conventionnelles de la vie des affaires sera traité par Monsieur le professeur à l'Université d'Aix-Marseille, Denis Mouralis, président de la commission. Et enfin, les travaux en cours de la commission sur la détermination des intérêts civils par les juridictions répressives vous seront présentés par Madame Coralie Ambroise Castero, professeure à l'Université de Nice, rapporteure de la commission. Qu'il me soit permis de remercier l'ensemble de nos intervenants de ce jour, ainsi que les présidents, rapporteurs et membres de ces commissions qui ont contribué avec talent à cette œuvre commune. Les conclusions de ces travaux ont vocation non seulement à inspirer les praticiens du contentieux économique et financier par la promotion de bonnes pratiques, mais également
à être prises en compte par la jurisprudence et le législateur. Plusieurs des préconisations formulées dans le rapport de la Commission sur la réparation des préjudices écologiques ont été discutées dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 8 août 2016. Certaines des propositions de la Commission ont même été consacrées dans la loi. D'autres propositions fortes ont émergé des travaux des commissions de réflexion, notamment en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés des entreprises, avec par exemple une proposition audacieuse de réforme de l'article L651 du Code de commerce, ou encore la préconisation de mesures législatives visant à sécuriser les accords de conciliation lors de leur phase d'homologation par le tribunal. La Commission sur l'expertise dans les médiations conventionnelles de la vie des affaires s'est pour sa part attachée à présenter des réponses aux questions pouvant se poser lorsqu'un avis technique est nécessaire à la construction d'une solution négociée en cours de médiation, matière dont la flexibilité doit rester l'essence. Avant de laisser la parole à nos orateurs, je souhaiterais inviter celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre dès demain l'association pour ouvrir ensemble les nouveaux champs de réflexion de cette entreprise qui n'en est qu'à son commencement et que Monsieur le Premier Président Lamanda avait merveilleusement résumé en ces termes, je le cite, « Il est de bon augure pour l'avenir que tant de regards différents et de forces complémentaires aient accepté de confronter leurs points de vue. Serviteurs de la loi et professionnels du chiffre pourront ainsi contribuer de concert à préserver l'essentiel tout en imaginant les solutions innovantes de demain avec comme moteur rivé au cœur cette éthique que nous avons en partage. » Voilà, je laisse la parole à nos orateurs. Bien, donc vous êtes venus non pas pour nos propos préliminaires, bien évidemment, mais pour entendre le rapport de nos commissions. Nous avons un programme qui est chargé, puisque les rapports sont nombreux. Nous avons peu de temps, puisque nous avons appris en début de séance que nous devons libérer l'ensemble des locaux pour 18h30. Donc, vous resterez peut-être dans certains cas sur votre faim, si j'ose dire, car il n'y aura sans doute pas de temps pour les questions et pour pouvoir approfondir peut-être autant que vous le voulez. Mais nous souhaitons garder quelques minutes pour un instant de convivialité dans l'atrium après le rapport de nos orateurs. Alors, le premier rapport est le rapport sur le préjudice écologique et c'est Madame Aude Solveig Epstein, maître de conférence à l'Université de Caen, qui va rapporter ses travaux. Madame, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis très reconnaissante à l'APSEF et à son homme orchestre, Michael Wanich, de m'avoir invité à présenter aujourd'hui le rapport de la Commission sur la réparation du préjudice écologique. Je le suis d'autant plus que c'est ici même, à la Cour de cassation, que la jurisprudence a fini d'officialiser l'existence du préjudice écologique il y a quelques années. Rappelez-vous, c'était le 25 septembre 2012, dans l'affaire de l'Erika. À l'époque, la Cour de cassation avait approuvé la Cour d'appel d'avoir ordonné la réparation du préjudice écologique consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction. La décision venait à peine d'être prononcée que la ministre de la Justice s'était empressée d'annoncer à l'Assemblée nationale la volonté du gouvernement d'inscrire cette jurisprudence dans le Code civil par la reconnaissance du préjudice écologique. Il aura cependant fallu attendre 4 années pour que cette annonce se concrétise. Et ce fut finalement la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité qui introduisit dans le Code civil un nouveau chapitre dédié à la réparation du préjudice écologique et codifié aux articles 1246 et suivants du Code civil. Alors, entre 2012 et 2016, que s'est-il passé ? Eh bien, on a assisté à une floraison de rapports qui sont tous venus éclairer la réflexion du législateur. Et le dernier en date parmi ces rapports publics dédiés à la question de la réparation du préjudice écologique, c'est celui que je vous présente ce soir, le rapport commandité par l'APSEF et publié début 2016. La spécificité de ce rapport tient à la fois à son calendrier de publication
et à la composition de la commission qui l'a portée. Quant au calendrier, évidemment, les travaux de la commission ont été à peu près concomitants des travaux parlementaires, et donc ils sont directement entrés en résonance avec ces derniers. Quant à la composition de la commission, eh bien, il faut noter que celle-ci était pour une très grande majorité composée de professionnels, de praticiens, parmi lesquels des directeurs juridiques de groupes industriels, des courtiers d'assurance, des avocats, des gestionnaires d'espaces naturels ou encore des experts. Et cette composition explique finalement le point de vue très opérationnel adopté par le rapport. L'objectif que la commission s'est fixé n'était pas en effet d'éclaircir la notion de préjudice écologique, ce n'était pas non plus d'élaborer de toutes pièces abstraitement un régime juridique de manière à la fois plus pragmatique et plus englobante. La finalité poursuivie était de renforcer la cohérence et la sécurité juridique de la réparation des atteintes à l'environnement. Alors, aborder la question sous cet angle a conduit à proposer un regard renouvelé sur le sujet. Sans prétendre à l'exhaustivité, compte tenu du temps imparti, je voudrais jeter un petit peu de lumière sur quelques-unes des propositions qui ont été faites par la Commission, en suivant l'ordre du plan du rapport, et donc en examinant en premier lieu les fondements de la réparation du préjudice écologique, en second lieu la mise en œuvre de la réparation, et puis en troisième et dernier lieu les acteurs de la réparation. Quant au fondement de la réparation, le constat qu'a fait la Commission est celui d'un grand éclatement du droit de la réparation du préjudice écologique. Évidemment, l'annonce de l'entrée du préjudice écologique dans le Code civil a pu donner à l'époque l'impression d'une vraie révolution. Et ce point de vue est sans doute justifié si on se place du point de vue du droit civil, puisqu'à partir de là, eh bien, on allait admettre la réparation du préjudice causé non pas à autrui, mais aux choses de l'environnement. Cependant, en dehors du droit de la responsabilité civile, quantité de régimes juridiques existaient déjà à l'époque qui étaient tournés vers la remise en état de l'environnement, ces régimes trouvant leur place selon les cas dans le droit administratif ou dans le droit pénal. En droit administratif, on notera en particulier l'existence dans le Code de l'environnement d'un titre 6 du livre 1er du Code qui était dédié à une police administrative spécialement dédiée à la réparation des atteintes à l'environnement. Quel besoin y avait-il alors de créer un nouveau régime et de l'enraciner dans le Code civil? Alors la question s'est évidemment posée au sein de la Commission, comme ailleurs. La Commission a pris le parti de ne pas se prononcer sur l'opportunité de créer un nouveau régime. De manière plus pragmatique, elle a plutôt préféré alerter le législateur et les praticiens sur la nécessité d'anticiper l'articulation entre le nouveau régime qui allait incessamment sous peu voir le jour et puis les régimes préexistants. Alors cette articulation, la Commission a pensé utile de la penser à la fois en termes procéduraux et en termes substantiels. Au versant procédural, la Commission a fait le constat suivant. Au jour où le juge judiciaire statuera sur la réparation du préjudice écologique, il est tout à fait vraisemblable qu'un certain nombre de mesures de réparation auront déjà été, sinon mises en œuvre, du moins ordonnées par l'administration au titre du Code de l'environnement. Dès lors, il est indispensable que le juge judiciaire et l'expert tiennent compte des mesures de réparation qui auront été préalablement, sinon mises en œuvre, du moins ordonnées. À la fois, cette prise en compte doit intervenir à la fois au nom de la cohérence des mesures de réparation, puis évidemment au nom du respect du principe de réparation intégrale qui condamne à la fois tout vide indemnitaire, mais aussi toute redondance indemnitaire. Alors, la conséquence de ça, c'est que la Commission a préconisé que le juge judiciaire sursoit à statuer tant que la procédure administrative suivait son cours. Et sur ce point, la Commission a été relativement entendue par les parlementaires, puisque le nouvel article 1249 du Code civil prévoit finalement que l'évaluation du préjudice par le juge judiciaire tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre 6 du livre 1er du Code de l'environnement. La Commission a aussi attiré l'attention sur la nécessité de penser une articulation plus substantielle entre réparation administrative et réparation civile. En particulier, nous avons fait le constat
que la directive 2004-35, d'où le titre 6 du livre 1er du Code de l'environnement est issu, bien cette directive, elle prévoit un certain nombre d'indications de méthode dont l'intérêt déborde très largement du champ du droit administratif. En particulier, cette directive prévoit 2 annexes. Une annexe qui fixe des critères d'identification de la gravité de l'atteinte à l'environnement, et puis une annexe 2 qui fixe des indications de méthode quant aux modalités de mise en œuvre de la réparation. Eh bien, chacune de ces 2 annexes mérite évidemment la consultation, au-delà même du domaine d'application de la directive, et en particulier l'annexe 2 qui porte sur les modalités de mise en œuvre de la réparation. Modalités donc que je voudrais passer en revue avec vous maintenant au titre des conclusions que la Commission a formulées sur ce point. Alors quant à la mise en œuvre de la réparation, donc, le rapport a mis en avant que la présentation classique du droit de la responsabilité civile des modalités de réparation n'était pas adaptée pour penser les dommages à l'environnement. Autrement dit, la summa divisio traditionnelle entre réparation en nature d'un côté et réparation par équivalent monétaire est à peu près dépourvue de sens quand on s'intéresse aux atteintes à l'environnement. En effet, l'environnement n'a que faire de l'allocation d'une somme d'argent. Seules des mesures de restauration physique des milieux endommagés sont de nature à réparer l'atteinte à l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a entendu, à titre principal, préconiser l'exclusion de toute forme de réparation par équivalent monétaire en matière d'atteinte à l'environnement. C'était la conclusion à titre principal, donc exclure toute forme d'allocation de somme d'argent au titre de la réparation des dommages à l'environnement. Évidemment, l'instinct du civiliste le portera ici à dire « oui, mais que se passe-t-il si la réparation en nature n'est pas possible parce que le dommage est irréversible ?» Eh bien ici, la réponse que la Commission a faite est de se reporter à l'annexe 2 de la directive 2004-35 qui explique de manière très détaillée comment faire précisément quand la remise en état du site n'est pas possible dans ses conditions d'origine. Comment faire ? Eh bien, si jamais ce que la directive appelle la réparation primaire, c'est-à-dire la réparation en nature, la remise en état identique, si cette réparation primaire n'est pas possible, il convient de compenser, de prévoir des mesures de compensation écologique des milieux, si possible sur le site même qui a fait l'objet de l'atteinte, et si ce n'est pas possible, sur un autre site, en essayant de préserver un impératif de cohérence écologique des mesures de réparation. Et de manière complémentaire, la directive prévoit des mesures de réparation compensatoires qui viennent, elles, compenser la perte de services environnementaux liés à la dégradation temporaire de l'environnement entre l'intervention du dommage et la finalisation de la réparation primaire. Alors, la Commission était bien consciente que cette nouvelle manière de voir les choses, plus environnementaliste que civiliste, pourrait ne pas emporter l'adhésion finalement du législateur, et de manière un peu stratégique, la Commission a donc, à titre subsidiaire, indiqué qu'à tout le moins, si jamais des dommages et intérêts devaient intervenir pour réparer le dommage à l'environnement, à tout le moins, il conviendrait que ces dommages et intérêts soient affectés à la réparation de l'environnement endommagé. Sur ce point, la Commission a été relativement entendue, mais pas complètement. Si on regarde le texte du Code civil, toujours l'article 1249, qui prévoit que la réparation du préjudice intervient prioritairement en nature, prioritairement, mais sous-entendu, pas exclusivement. Et le texte poursuit en disant que, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation en nature, le juge condamnera le responsable à l'allocation d'une somme d'argent affectée à la réparation de l'environnement. Alors, réparation de l'environnement en général, et non pas réparation de l'environnement endommagé au cas d'espèce. Alors, de ce point de vue-là, si vous me permettez juste une appréciation personnelle, je pense que c'est à la fois une question de technique juridique qui est posée, aussi plus largement une question de politique juridique. Affecter les sommes à la réparation de l'environnement en général peut justifier que les sommes soient versées, par exemple, au budget général d'une association de protection de l'environnement.
Celles-ci ayant vocation à réparer l'environnement, on pourrait considérer que les sommes n'ont pas vocation à être spécifiquement mises en œuvre au service de la réparation du milieu qui a justifié l'allocation de la somme d'argent. Alors, du point de vue de la politique juridique, ça pose la question de savoir si la réparation du préjudice écologique doit servir au financement des associations de protection de l'environnement. Autant dire, en tout cas, que la question des modalités de la réparation a un lien très étroit avec la question des acteurs. Et c'est donc le troisième temps qui a formé la structure du rapport et que je vous propose d'examiner très rapidement dans le temps qui me reste et qui est fort limité. Quant aux acteurs de la réparation, donc, le rapport contient un nombre relativement important de préconisations sur le sujet et qu'il ne sera pas possible de passer en revue. Je dirais qu'il y a deux éléments qui sont assez incontournables dans le rapport et qui tiennent d'une part à la question des titulaires du droit d'agir en justice et d'autre part à la question de la spécialisation des juridictions. Sur les titulaires de l'action en justice, évidemment, le préjudice écologique est un préjudice objectif, ce qui pose la question de savoir qui va avoir le droit de porter l'action en justice. De ce point de vue-là, la grande originalité du rapport par rapport à un certain nombre de travaux antérieurs, la Commission n'a pas jugé indispensable, ni même peut-être légitime, de restreindre a priori le spectre des demandeurs en justice au titre de la réparation des atteintes à l'environnement. Après tout, l'environnement est le patrimoine commun de la nation et donc il n'est pas indispensable de spécialiser, de concentrer le droit d'agir en justice sur un petit nombre d'acteurs qui sont classiquement l'État, les collectivités locales et les associations de protection de l'environnement. Bien au contraire, la Commission était d'avis qu'il fallait permettre à toute personne disposant d'un intérêt à agir en justice de soutenir l'action. Sur ce point, le vœu de la Commission a été exaucé puisque c'est effectivement la solution qui a été retenue par le législateur. Cela étant, évidemment, toute personne n'est pas en capacité de mettre en œuvre les mesures de réparation des milieux. Et de ce point de vue-là, le rapport est, je crois, très utile pour mettre en évidence cette dissociation possible entre le demandeur à l'action et cette figure qui reste encore à penser et à mettre en œuvre, cette figure du maître d'œuvre de la réparation qui sera appelé à implémenter dans la réalité les mesures de réparation. Quant au second aspect, l'idée de spécialisation juridictionnelle. Un certain nombre de rapports, là aussi, sont intervenus pour inviter à la constitution de chambres spécialisées au sein d'un certain nombre de juridictions, chambres spécialisées en matière d'atteinte à l'environnement. La Commission, de par son point de vue très pragmatique, a considéré qu'il n'était peut-être pas indispensable d'aller jusqu'à une telle spécialisation fonctionnelle, qu'à tout le moins pour renforcer la cohérence du droit sur ce point, il pourrait être envisageable de regrouper les instances environnementales, par exemple à travers un certain nombre de sessions environnementales qui permettraient de s'assurer de la disponibilité de tous les acteurs de la réparation et de renforcer la compétence des magistrats sur un domaine qui est somme toute assez complexe, la réparation des atteintes à l'environnement. Alors, d'autres propositions originales concernant les acteurs ont concerné l'expertise, avec notamment un appel à insérer une nouvelle rubrique dans la nomenclature des experts judiciaires, ou encore la proposition de créer une mission d'expertise type pour éclairer le juge lorsqu'il doit rédiger sa lettre de mission en matière d'atteinte à l'environnement. Impossible, donc, vous l'aurez compris, de faire le tour de toutes ces propositions, propositions qui, me semble-t-il, conservent leur actualité, malgré l'adoption, ou plutôt par-delà, l'adoption de la loi du 8 août 2016. En effet, les rédacteurs de la loi du 8 août 2016 se sont efforcés de préserver la tradition stylistique du Code civil, ce qui veut dire que les nouveaux articles sur la réparation du préjudice écologique sont très bien rédigés, souvent, très agréables à lire, mais extrêmement brefs et parfois énigmatiques sur certains aspects. Et je pense que le rapport de l'APSEF sur ce point pourrait favoriser l'interprétation de la lettre du Code civil. Et puis bientôt, on sait aussi que un certain nombre de recours ont été introduits contre l'État pour inaction climatique ces derniers temps, ce qui devrait conduire le Conseil d'État à se prononcer sur la réparation du préjudice écologique, sachant que lui-même n'est pas tenu
de respecter les dispositions du Code civil. Et donc je pense que quant aux modalités de réparation du préjudice écologique par la jurisprudence administrative, il y a aussi un certain nombre d'apports possibles de ce rapport. Et donc bref, je pense que la réparation du préjudice écologique, depuis le début, a été le terrain d'un formidable dialogue entre les sources du droit, la jurisprudence, la doctrine, les praticiens, et que ce dialogue va continuer de prospérer par-delà la loi du 8 août 2016. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame le professeur, de nous avoir donné envie de nous intéresser à ce domaine particulier, du droit particulier de la réparation, et qui, je crois, est appelé malheureusement à trouver une application de plus en plus grande dans tous les débats et dans de nombreux litiges, puisque nous sommes dans une société qui se veut protectrice de l'environnement. Donc il me semble bien que la question de la réparation à des atteintes qui sont de plus en plus fréquentes et importantes sera toujours à l'ordre du jour. Merci de nous avoir présenté d'une manière très claire et très ramassée ce rapport, et nous aurons le plaisir de vous lire parce que vous nous avez encore une fois donné envie d'en savoir un peu plus. Les sujets sont très divers et nous allons maintenant vraiment être dans un autre domaine, et c'est Madame le professeur Corinne Saint-Hilary-Ouin qui va nous parler du travail de la Commission sur les sanctions en procédure collective, et puis également du travail qui a été fait plus succinctement sur l'homologation de l'accord de conciliation. Madame le professeur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, chers collègues, Mesdames, Messieurs, notre commission a fonctionné de février 2016 à peu près jusqu'à milieu de l'année 2018. Elle était composée de magistrats professionnels, de juges consulaires, de présidents de tribunaux de commerce, d'universitaires, d'avocats, d'experts spécialisés, d'administrateurs judiciaires, de mandataires judiciaires. Et elle s'est donc réunie sous la présidence bienveillante et active de Madame Favre. Et au début, il s'agissait de nous interroger uniquement sur la place des sanctions dans les procédures collectives. Et puis, le travail étant terminé, nous avons eu une petite rallonge. On nous a demandé aussi de nous pencher sur l'efficacité des homologations d'accords de conciliation. C'est donc sur ces deux points que je vais intervenir. Mais auparavant, je voudrais vous indiquer très brièvement la méthode que nous avons suivie. Nous sommes partis dans ces projets sans aucun a priori. Nous avons commencé par échanger nos expériences personnelles sur ces thèmes, puis nous avons procédé à des enquêtes ponctuelles, recueilli des statistiques pour nous éclairer. Ensuite, nous avons analysé les textes, la jurisprudence, la doctrine. Donc, nous avons adopté une démarche véritablement très pragmatique. Et progressivement, se sont dégagés certains points qui nous ont paru particulièrement intéressants, du moins de nature à susciter une réflexion et peut-être des propositions de réforme. Alors, les discussions ont donc porté d'abord sur les sanctions, et c'est l'essentiel d'ailleurs de nos conclusions, et ensuite sur les accords de conciliation. Sur les sanctions, je vous rappelle que nous avons un droit qui est traditionnellement très sanctionnateur. Les procédures collectives sont connotées d'une manière assez répressive. Le failli, dans notre histoire, est un infâme. On prononce la procédure, on ouvre la procédure et immédiatement il est frappé de déchéance.
Bon, c'est évidemment une vision qui maintenant est un peu dépassée, surtout depuis la loi de 1967 qui a distingué clairement les mesures applicables à l'entreprise et les mesures applicables aux dirigeants. Il n'empêche que notre premier constat a été qu'on peut observer législativement un recul des sanctions. Il y a un recul des sanctions. D'abord parce que le législateur a diminué la place des sanctions. Dans les procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation, il n'y a plus de sanctions, il n'y en a pas non plus dans la procédure de sauvegarde. Et ensuite aussi parce que ces actions sont rarement exercées. Et nous nous sommes interrogés sur les raisons pour lesquelles elles étaient rarement exercées. On y reviendra tout à l'heure. Donc des sanctions qui se raréfient, certaines d'ailleurs sont cantonnées à la seule liquidation judiciaire. Mais même si elles se raréfient, si elles deviennent facultatives, si elles sont limitées dans le temps, elles demeurent. Et dans les esprits, il est très net que ce droit est encore conçu comme un droit sanctionnateur. Dans les esprits, le débiteur en liquidation a failli, il a échoué. Et il y a une réprobation morale qui s'attache à l'ouverture de la procédure qui demeure dans les têtes si elle n'est plus totalement dans les textes. Alors ces sanctions, nous les avons étudiées en délimitant tout de même le champ de recherche. Nous nous sommes attachés aux sanctions patrimoniales, responsabilité pour insuffisance d'actifs, soutien abusif, aux sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, et aux sanctions pénales, délit de banqueroute et infractions assimilées. Mais nous n'avons pas étudié les nullités de la période suspecte ou la procédure d'extension qui pourtant pourrait relever des sanctions, mais le champ était déjà très large. Alors, qu'est-il résulté de ces travaux ? Je ne suivrai pas totalement le déroulement du petit ouvrage qui vous a été remis. Il me semble qu'il y a eu d'abord un souci d'améliorer les sanctions en général. On a eu ce sentiment qu'il fallait améliorer les sanctions en général. Ensuite, que certaines difficultés techniques pouvaient être résolues par la voie législative. Et l'apport le plus original a été de considérer qu'il y avait certaines sanctions qu'il fallait vraiment repenser. Voilà donc le triptyque qui va nous conduire. Alors, améliorer les sanctions, on peut les améliorer à plusieurs égards. En ce qui concerne leur connaissance, la prévention de ces sanctions, le financement des actions, la désignation de techniciens et peut-être créer des obligations nouvelles aux débiteurs. Connaissance des sanctions. Le premier élément qui nous est apparu évident, c'est qu'il y a une très grande diversité d'application des sanctions sur le territoire. Il y a des juridictions répressives, si j'ose dire, je ne fais pas de la concurrence déloyale à mes amis pénalistes, il y a des juridictions sanctionnatrices, d'autres qui ne le sont pas. Et nous avons souffert, en quelque sorte, de ne pas avoir un outil statistique qui nous permette de dégager des conclusions très claires. Du coup, notre première préconisation est précisément de mettre en place une statistique nationale qui permettrait de connaître vraiment toutes les sanctions prononcées par juridiction et par nature de juridiction. Fichier qui devrait être tenu par une structure indépendante, bien évidemment. Il ne s'agit pas de favoriser des stratégies de forum shopping. Donc, première observation, on n'a pas tellement d'outils statistiques suffisants. Deuxième observation, que deviennent les sanctions une fois qu'elles sont prononcées ? On a le sentiment, mais là encore non vérifié statistiquement, que bien des débiteurs sanctionnés se réinstallent comme si de rien n'était et essaient de dissimuler leur patrimoine. Là encore, que faire ?
préconise la mise en place d'un fichier national qui répertorierait les immeubles du débiteur, des dirigeants, de manière à identifier les biens qui leur appartiennent et à identifier les actes de disposition qu'ils pourraient faire sur ces biens. Donc, premier progrès, si vous voulez, l'information. Deuxième progrès, essayer de prévenir ces situations, d'éviter que les dirigeants ne se trouvent dans une situation de méconnaissance des règles de la procédure. Du coup, là encore, l'idée de la Commission est d'essayer de favoriser la prévention des difficultés. Comment? Il y a déjà les procédures d'alerte, il y a déjà des groupements de prévention agréés. Nous avons pensé au fait qu'il faudrait accentuer peut-être la formation des dirigeants, prévoir peut-être aussi une convocation systématique par le greffe des dirigeants à des entretiens de détection et de prévention des difficultés. Par exemple, lorsque certains clignotants apparaissent, des inscriptions de privilèges en grand nombre, des lentissements, des signes de défaillance. Autre piste, pour qu'il y ait vraiment des sanctions efficaces, il faut les exercer. Or, très souvent, les actions en justice ne sont pas exercées. Pour quelles raisons? Des raisons souvent financières. Là encore, la Commission a proposé de mettre en place un système de financement pour soutenir ces actions en justice. Alors, qui dit financement, évidemment, dit qu'il faut trouver des ressources. Et l'on avait évoqué un prélèvement à la création des sociétés, une partie des intérêts générés par les sommes déposées en caisse des dépôts à la Caisse des dépôts et qui proviendrait d'une condamnation, ou alors un élargissement de l'intervention du fonds de financement des dossiers impécunieux. Autre proposition, toujours pour améliorer ces sanctions, le rôle des experts et des techniciens. Le juge commissaire peut, à tout moment, dit le Code de commerce, désigner un technicien. Mais il nous est apparu que ce n'est pas à tout moment qu'il est le plus opportun de le désigner, mais qu'il est opportun de le désigner en amont de l'action pour juger de la pertinence de l'action. Et là encore, la Commission a proposé de sensibiliser les parquets à l'intérêt de la prise en charge de l'intervention des techniciens au regard de l'ordre public et de l'intérêt des créanciers, et parmi lesquels figurent bien sûr les créanciers publics. Et la Commission propose de tenir des statistiques pour fournir des informations sur les problèmes de financement de ces mesures. Donc voilà un certain nombre de dispositions qui peuvent singulièrement améliorer le sort des sanctions. On a souhaité aussi que lorsque le technicien était désigné, il écoute le débiteur. Le technicien n'est pas tenu par les règles du contradictoire, mais il serait opportun qu'il entende le débiteur. Enfin, on a suggéré qu'au moment où le débiteur dépose sa liste de créances et de dettes, il indique également le nombre de ses salariés, puisque cela va conditionner un certain nombre de solutions. Donc voilà un certain nombre de préconisations qui améliorerait le régime des sanctions en général. Alors ensuite, nous avons envisagé des solutions ponctuelles pour le délit de banqueroute. Pour le délit de banqueroute, la Commission a proposé de modifier l'article L654-2 du Code de commerce qui prévoit qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation, le tribunal peut prononcer le délit de banqueroute, peut condamner pour banqueroute dans un certain nombre de situations. Mais c'est subordonné à l'ouverture du redressement ou de la liquidation. Mais si par la suite le redressement ou la liquidation est clôturé pour une raison ou pour une autre, il y a nullité de la procédure par exemple,
Est-ce que l'on peut continuer à poursuivre en banqueroute? C'est ce que dit la jurisprudence pour le moment. Alors nous avons pensé que ce n'était pas opportun et qu'il valait mieux mettre en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Parce que ce délit de banqueroute, il est lié à la procédure collective. Donc si la procédure collective s'arrête, on ne devrait pas pouvoir poursuivre en banqueroute. Je vois que mes amis pénalistes sont interpellés par cette proposition de réforme. S'agissant du cumul des sanctions, nous pensons qu'il serait opportun qu'en cas de cumul de sanctions, dans la mesure où il est possible, et je n'ai pas le temps de détailler, il faudrait avoir un butoir qui est la durée maximale de la sanction, qui est aujourd'hui de 15 ans, qu'on ne devrait pas pouvoir prononcer une faillite de personnel de plus de 15 ans. Donc pour la banqueroute qui peut entraîner faillite personnelle, voilà les solutions auxquelles on a pensé. Pour les délits assimilés, nous avons pensé que ces délits devraient pouvoir être commis pas uniquement par le conjoint, mais également par la personne unie au débiteur par un pacte de solidarité ou par son concubin notoire. On moderniserait un petit peu le texte. Pour l'action en faillite personnelle et interdiction de gérer, nous avons considéré que l'administrateur judiciaire devrait pouvoir saisir la juridiction lorsque, au cours de sa mission d'administrateur, il s'est heurté à un débiteur peu coopératif. À titre de sanction, l'administrateur devrait pouvoir avoir le droit de déclencher lui-même l'action. Enfin, s'agissant de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la Commission a considéré que, pour le moment, l'action peut être déclenchée par une majorité de contrôleurs, dans la mesure où le mandataire judiciaire ne déclenche pas lui-même l'action et après l'avoir mis en demeure. La Commission pense qu'il vaudrait mieux dire des contrôleurs peuvent déclencher l'action, ne plus exiger une majorité. Donc vous voyez, ça ouvrirait un peu plus l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. En revanche, nous avons pensé qu'il serait souhaitable de favoriser la transaction quand un dirigeant est poursuivi pour combler l'insuffisance d'actifs, que l'on permette de transiger et de transiger le plus longtemps possible tant que la sanction n'est pas devenue définitive. Et les sommes recueillies pourraient être réparties entre les créanciers au marc-le-franc. Donc ce sont des mesures ponctuelles, vous voyez, des petites mesures, mais qui peuvent quand même améliorer le régime actuel. Alors, par contre, ce qui me paraît plus important, plus novateur, c'est ce qui a été préconisé, et M. Wanisch le disait tout à l'heure, à propos de l'article L651 et à propos des sanctions personnelles. L'article 651 est un texte qui a été introduit par la loi de sauvegarde, qui est connu sous le nom de irresponsabilité, l'irresponsabilité des dispensateurs de crédit. C'est un texte qui prévoit que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation est ouverte, les créanciers ne peuvent pas être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours qu'ils ont accordés, sauf fraude, immixtion fautive dans la gestion ou octroi de sûreté disproportionnée par rapport au concours. Donc l'idée, c'est on ne va pas poursuivre les banquiers, les dispensateurs de crédit, ça a été étendu par la jurisprudence aux accords contractuels, on ne va pas les poursuivre lorsqu'ils soutiennent l'entreprise en difficulté, sauf dans 3 cas d'ouverture. Alors, il nous a semblé qu'il fallait revoir ce texte. Qu'il fallait revoir ce texte parce qu'il était fondé sur le fait que les banquiers allaient accorder des crédits plus facilement aux entreprises en difficulté, et la preuve n'en a pas été rapportée. Partant de là, il nous semble que ce texte devrait être cantonné à la prévention pour vraiment favoriser la conclusion des accords de conciliation. C'est-à-dire que quand un dispensateur de crédit, un banquier, pour faire simple, apporte un crédit dans le cadre d'un accord de conciliation,
On ne pourra pas le poursuivre par la suite, sauf fraude, immixtion caractérisée. Mais en revanche, dans les autres hypothèses, on reviendrait au droit civil et à la responsabilité civile pour faute. Autre innovation, il nous a semblé que s'agissant des sanctions personnelles, il y a 2 sanctions, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, que cette dualité de sanctions n'était pas opportune, qu'il faudrait les fondre en une seule, l'interdiction de gérer, cette interdiction de gérer pouvant être assortie, comme l'actuelle faillite personnelle, d'une déchéance d'exercer une fonction élective, ou pouvant être assortie de la reprise des poursuites individuelles. Mais là, il y a 2 sanctions, on pourrait n'en prévoir qu'une, ce serait une simplification. Et autre innovation, il faudrait supprimer la dénomination faillite personnelle. Cette dénomination est totalement passéiste et en plus elle est inexacte. La faillite, c'est une mesure patrimoniale. C'est le fait de ne pas payer ses dettes. La faillite personnelle, c'est une sanction civile. C'est l'interdiction de gérer et éventuellement la déchéance d'exercer une fonction élective. Donc il serait dans la ligne de l'évolution législative des 30 dernières années maintenant, et dans la ligne de la directive européenne qui va bientôt être adoptée ce mois-ci, de supprimer ce mot de notre vocabulaire et surtout de le supprimer là où il n'a rien à faire. Voilà donc en ce qui concerne les sanctions, quelques mots, je serai très brève, sur l'amélioration de la conciliation. Pourquoi cette interrogation? Vous savez que les accords de conciliation peuvent être constatés par le président du tribunal ou homologués par le tribunal lui-même. Pour qu'ils soient homologués, il faut que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements, il faut que l'accord préserve la pérennité de l'entreprise et il faut que les intérêts des créanciers soient suffisamment préservés. Or, il est apparu aux membres de la Commission que très souvent, en pratique, ça ne se passe pas de cette manière-là. Des accords sont homologués sans que véritablement la pérennité de l'accord soit assurée, et cela se traduit par une résolution de l'accord et finalement par une liquidation. Donc la Commission a proposé deux correctifs, disons. Un premier correctif pour les entreprises les plus importantes, qui dépasseraient 250 salariés et un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, qui consisterait à rendre obligatoire la désignation d'un expert indépendant pour garantir la fiabilité des prévisions financières sur lesquelles repose l'accord de conciliation. Et la deuxième innovation serait d'obliger le tribunal à justifier, à motiver son jugement d'homologation au regard des 3 conditions légales que je viens d'énumérer. Et il y aurait une dernière proposition pour les entreprises les plus importantes, nommer automatiquement un commissaire à l'exécution de l'accord de conciliation pour vérifier que l'accord de conciliation a bien été respecté. Ce sont des modifications qui pourraient être introduites sans grand bouleversement. L'obligation de motivation, elle devrait aller de soi, en réalité. La désignation d'un commissaire à l'exécution de l'accord, elle est presque systématique pour les grandes entreprises. Il suffirait de la rendre obligatoire, tout en sensibilisant pour les entreprises qui n'atteignent pas ces seuils, parce que ce sont souvent les plus fragiles et celles qui ont le plus besoin de soutien et d'encadrement. Enfin, la Commission s'est intéressée au recours à la fiducie dans les accords de conciliation, et elle fait une double proposition. D'une part, pour assurer l'efficacité de la fiducie, bien prévoir explicitement, disons, que en cas d'échec de la conciliation, l'accord de fiducie devra être respecté,
qui ne pourra pas être frappé de caducité, ce qui me semble d'ailleurs assez aller de soi. Et surtout limiter l'utilisation de la fiducie en ne permettant l'homologation d'accords de conciliation prévoyant une fiducie sûreté qu'à la condition que cette fiducie vienne à l'appui d'un nouvel apport en trésorerie ou d'un nouveau bien ou d'un nouveau service. Que le tour de faveur que constitue la fiducie dans le paiement soit la contrepartie d'un concours nouveau accordé aux débiteurs. Et bien sûr, proscrire l'utilisation de la fiducie pour garantir des dettes antérieures à l'ouverture de l'accord, car là, c'est le principe de l'égalité des créanciers qui serait malmené. Voilà quelques propositions. Vous voyez que ce n'est pas tout sanction ou tout pas sanction. À certains égards, on peut améliorer le système. À d'autres égards, il a donné toute satisfaction. Je vous remercie. Merci, Madame le professeur, de nous avoir rapporté ces travaux dans une matière complexe, difficile et très technique. Vous avez parlé de toilettage, mais c'est souvent utile pour rendre un texte plus compréhensible et plus logique. Vous avez parlé de travail de fourmi. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était ce que nous avions fait pendant quelques mois, mais après tout, pourquoi pas, si cela est utile. Enfin, je pense que nous avons procédé à un travail innovant, puisque dans des matières telles que la conciliation qui sont maintenant mises en avant, nous avons fait un certain nombre de propositions innovantes. Troisième thème, et là nous partons vraiment dans quelque chose de nouveau aussi, c'est vous, monsieur le professeur Denis Mouralis, qui allez nous rapporter le travail de la Commission sur l'expertise dans les médiations conventionnelles. Merci, Madame la Présidente. Avant tout, je voudrais vous remercier la PCEF de m'avoir accueilli en son sein, remercier Michael Wanisch en particulier et Christian Haussmann, qui, il y a 3 ans à peu près, je pense, m'ont proposé de présider cette commission consacrée à l'expertise et à la médiation conventionnelle dans la vie des affaires. Je vais donc évoquer les conclusions de cette commission, en résumant ce que vous pourrez lire dans le rapport. Je vais également évoquer rapidement, dans un second temps, les travaux d'une autre commission qui sont encore en cours sur la réparation du préjudice dans les litiges et arbitrages relatifs aux chantiers d'infrastructure. Alors concernant le rapport qui est terminé, c'est-à-dire le rapport consacré à l'expertise et à la médiation conventionnelle dans la vie des affaires, je voudrais là encore remercier les membres de la commission qui ont travaillé avec enthousiasme et dynamisme, et également un jeune docteur en droit, M. Julien Biolès, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé comme secrétaire de la commission pour rassembler les contributions. Alors, la réflexion de cette commission et l'idée du thème proviennent d'un double constat. Le premier, ce sont 2 constats assez évidents, hein, mais le recours à la médiation, premier constat, pour résoudre les différends économiques est souhaitable, puisqu'il permet, lorsque la médiation aboutit, elle permet de résoudre un différend à moindre coût, elle permet souvent de réparer un lien, dans le meilleur des cas de faire renaître une relation d'affaires qui était moribonde. Et donc la médiation est utile, elle est en plein essor, elle est encouragée par le législateur. Mais, second constat, à chaque fois que le différend est complexe, le recours à l'expertise au cours d'une médiation conventionnelle peut être utile, et d'ailleurs en pratique,
il arrive, ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est une réalité, qu'au cours d'une médiation, les parties fassent appel à un expert technique, un expert comptable, un ingénieur, par exemple, pour les aider à comprendre les données techniques de leurs différends et à trouver des solutions. Or, même si la pratique existe, elle pose un certain nombre de questions qui ne sont traitées par aucun texte, qui ne sont pas vraiment résolues. Et donc l'objectif de la commission, très modestement, très simplement, c'était d'essayer d'énumérer les questions que pose l'intervention d'un expert à l'occasion d'une médiation et de proposer, autant que possible, des solutions concrètes à ces questions. Nous avons adopté un plan assez simple. Nous avons réparti les difficultés que soulève l'intervention d'un expert pendant une médiation en 3 catégories. Il y a des questions qui, nous semble-t-il, se posent avant le recours à l'expert, non pas avant la médiation, parce que par hypothèse, elle est déjà en cours ou elle commence. Donc, il y a des questions qui se posent avant l'intervention de l'expert, des questions qui se posent pendant l'intervention de l'expert et des questions qui se posent à la fin de l'intervention de l'expert. Je vais rapidement, je sais que le temps est compté, évoquer ces différentes questions. Alors d'abord, les questions qui se posent avant l'expertise. Nous nous sommes interrogés en premier lieu sur la nature du lien qui unit l'expert et les parties, et peut-être aussi le médiateur. Alors c'est assez simple, l'expert intervient sur le fondement d'un contrat qu'il conclut avec les médiés, avec les parties. Le médiateur n'est pas partie à ce contrat. Il n'est pas nécessaire de rédiger un contrat complexe, à notre avis. En revanche, il faudra faire attention aux termes de la lettre de mission que l'expert va faire signer aux parties. Cette intervention peut avoir lieu sur le fondement d'une clause d'expertise qui figure dans un contrat ou d'une convention qui est conclue au moment où le litige est déjà né. Quels sont les objectifs de l'expertise et comment les préciser ? Il nous a semblé que les objectifs de l'expertise, une fois qu'on a décidé de faire appel à un expert au cours d'une médiation, les objectifs de l'expertise devraient être précisés en fonction des points d'accord et de désaccord et du stade de la discussion. Et il nous semble très important, c'est ce que nous proposons, que le médiateur participe à la définition des objectifs puisqu'il accompagne les parties et qu'il pourra les aider à bien identifier les problèmes qui doivent être résolus pour espérer aboutir à un accord. Alors, une question plutôt importante est celle de la confidentialité, puisque la confidentialité est un principe cardinal de la médiation. Est-ce qu'elle s'applique, est-ce que cette confidentialité s'étend à l'intervention de l'expert ? La réponse nous apparaît assez évidente. Oui, bien sûr, l'intervention de l'expert doit être confidentielle. Et il nous semble d'ailleurs que le principe de confidentialité de la médiation qui figure dans la loi devrait s'étendre sans beaucoup de discussion à l'intervention de l'expert, aux échanges entre l'expert et les parties. Mais comme on peut, ça nous paraît assez naturel, mais on peut quand même hésiter sur ce point, nous préconisons de prévoir par une convention spéciale et expresse la confidentialité de l'intervention de l'expert et des échanges entre les parties et l'expert. Deuxième catégorie de questions, les questions qui se posent pendant l'expertise. Alors il y en a une qui se pose au tout début, c'est la question de la consignation, de la provision sur les honoraires de l'expert. Bon, il nous paraît assez naturel que les parties payent les honoraires de l'expert au début de son intervention, ou du moins une provision, et ce qui suppose évidemment que l'expert indique précisément le coût de son intervention. De manière plus intéressante, moins évidente, comment est-ce que l'expertise doit se dérouler ? Est-ce qu'elle doit être contradictoire ou pas ? Il nous semble que oui. En principe, les échanges avec l'expert doivent être contradictoires, même s'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire. Mais sur ce point, nous proposons d'admettre une certaine souplesse et d'admettre que les parties puissent
faire une entorse à ce principe de contradiction. Il faut évidemment que les deux parties soient d'accord, mais notamment, il nous semble que parfois, il peut être utile de fournir à l'expert une pièce de manière non contradictoire, parce que ça peut l'aider à formuler son avis, et que d'un autre côté, une partie ne souhaite pas que cette pièce soit communiquée à l'autre. Mais évidemment, il y a une réserve très importante, on ne peut l'admettre que si l'avis de l'expert n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que, c'est ce que nous indiquons dans notre rapport, cette entorse à la contradiction ne peut être admise que si les parties ne sont pas liées par l'avis de l'expert, bien évidemment. Autre question, est-ce que l'expert doit être formé aux techniques de la médiation ? Alors, sur ce point, évidemment, il y a une observation à faire. Rien n'interdit que l'expert soit en fait aussi un médiateur. Lorsque les parties sont engagées dans un différend technique, il peut être tout à fait judicieux de leur part de choisir comme médiateur un expert qui est à même de comprendre les données techniques du problème. Donc, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'expert est également, en fait, ou plutôt le médiateur est lui-même un expert, et où du coup on n'aura peut-être pas besoin d'avoir recours à une expertise. Mais dans ce genre de situation où les parties, dès le départ, ont choisi un médiateur expert, il est assez naturel qu'il soit formé aux techniques de la médiation. Nous sommes posé la question dans le contexte sans doute plus fréquent, dans lequel les parties ont engagé une médiation avec un médiateur, et où, au cours de cette médiation, il apparaît que le recours à une expertise est utile, et où les parties s'adressent alors à une autre personne. Donc les rôles de médiateur et d'expert ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-là, l'expert va intervenir clairement comme un expert, pas comme un médiateur. Mais faut-il pour autant qu'il soit formé aux techniques de la médiation ? On pourrait penser que non, mais il nous a paru que oui, c'est aussi ce que nous proposons. Parce que nous pensons que la manière dont l'expert va engager les échanges avec les parties pourrait ruiner les efforts du médiateur, pourrait finalement recréer des difficultés qui ont pu être aplanies au cours des phases précédentes de la médiation. Donc nous recommandons aux parties de choisir dans ce contexte, lorsqu'elles sont engagées dans une médiation, et lorsqu'elles veulent faire appel à une autre personne en tant qu'expert, nous leur recommandons de choisir quelqu'un qui connaît le principe de la médiation. Peut-être pas une personne qui a une formation complète de médiateur, mais une personne qui comprend bien ce qu'est la médiation et qui en comprend les principes essentiels. Nous nous sommes interrogés sur le rôle des avocats au cours de l'expertise décidée par les parties. Sur ce point, nous n'avons pas d'observation particulière à formuler. Il nous semble que les avocats doivent accompagner et conseiller leurs clients d'une manière qui n'est pas très différente de ce qu'ils font dans les expertises judiciaires. L'expert, nous semble-t-il, doit absolument communiquer aux parties les méthodes et la méthode qu'il va utiliser. C'est à lui de la déterminer, puisque c'est son rôle, mais il nous paraît important qu'il soit parfaitement transparent sur la méthode, par exemple, qu'il va utiliser pour calculer une indemnité d'éviction à la fin d'un bail commercial. La durée de l'expertise doit également faire l'objet d'observations. On sait que les expertises sont en général assez longues. Elles peuvent durer plusieurs mois, voire plus d'une année. Ici, nous sommes dans un contexte où les parties sont engagées dans une médiation. Et normalement, une médiation, c'est assez rapide, sauf cas particuliers et différends extrêmement compliqués. Lorsque les parties ont recours à la médiation, elles espèrent trouver une solution en quelques semaines, voire quelques mois, mais pas plus. Ce qui veut dire qu'ici, l'expertise dont on parle doit être nécessairement brève. Il nous paraît important que les parties prévoient dès le départ et imposent dès le départ une durée brève à l'expert. En contrepartie, évidemment, il faut qu'elles acceptent que l'expert n'aille peut-être pas autant dans les détails qu'il le ferait dans une expertise judiciaire. Il faut être cohérent, mais cette rapidité est évidemment très importante, même essentielle. Troisième catégorie, les questions qui se posent à la fin de l'expertise. Alors d'abord, sous quelle forme l'expert doit-il rendre son avis ? Et sur ce point, d'ailleurs, nous nous sommes posé une question sémantique.
Comment doit-on désigner l'avis de l'expert? Il a paru important à un certain nombre de membres de la commission de souligner que cet avis ne devrait pas être appelé rapport pour éviter de faire référence à l'expertise judiciaire et pour montrer qu'il s'agit de quelque chose de plus informel, de plus souple. Donc nous préconisons le terme d'avis expertal. De manière plus fondamentale, est-ce que cet avis expertal doit être rendu sous forme écrite ou orale? Ça, c'est une question qui nous a beaucoup préoccupés. Et nous avons considéré qu'il est préférable que l'avis de l'expert soit rendu de manière purement orale, en présence du médiateur et des parties, pour éviter de figer la discussion, pour éviter aussi de susciter des craintes quant à la confidentialité, quant à l'usage qui pourrait être fait de l'avis d'un avis écrit en cas de procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure. Donc nous préconisons un avis purement oral. Bon, ça n'est qu'une proposition, une suggestion. Si les parties souhaitent un rapport écrit, elles pourront toujours le demander. De toute façon, ici, comme je l'ai dit, il n'y a quasiment aucune règle légale. Mais nous préférons un avis oral, ce qui n'interdit pas à l'expert de fournir quelques documents écrits qui ne seront pas un véritable rapport, mais par exemple, à l'appui de son avis oral, l'expert peut présenter aux parties, aux médiateurs, un tableau chiffré. Voilà. Ce ne sera pas la même chose qu'un rapport complet. Quelle est la portée de l'expertise? Doit-elle être obligatoire? Nous considérons qu'il est largement préférable qu'elle ne soit pas obligatoire pour permettre justement des échanges assez libres, pour ne pas faire naître de craintes de la part des parties. Mais là encore, c'est ce que nous préconisons. Rien n'interdit aux parties, dans ce contexte, de rendre l'avis obligatoire. Mais alors, dans ce cas-là, nous préconiserions de ne pas rendre l'avis obligatoire sur tous les points, mais en fonction, là encore, en concertation avec le médiateur, en fonction des points d'accord et de désaccord, de l'avancée des discussions, de prévoir que sur une question précise, l'avis de l'expert sera obligatoire. Typiquement, une question finalement qui ne crée pas tellement de controverses entre les parties, mais simplement sur lesquelles elles ont une incertitude chiffrée, une incertitude technique. Voilà. J'abrège, j'essaie de ne pas être trop long. Est-ce que l'avis de l'expert doit être confidentiel? Il nous paraît assez évident que oui. Encore une fois, nous pensons que la confidentialité de la médiation pourrait être étendue à l'avis de l'expert. Mais là encore, si les parties veulent que l'avis de l'expert ne soit pas confidentiel, elles peuvent toujours le décider. Il faut à ce moment-là qu'elles soient d'accord toutes les deux. Et ça n'a de sens, nous semble-t-il, que si l'avis de l'expert est écrit, parce que s'il est purement oral, il n'y a pas tellement d'enjeux autour de sa diffusion, de sa reproduction, de sa communication. Donc je résume, si le sujet vous intéresse, j'espère qu'il vous intéressera, vous pouvez lire le rapport dans lequel toutes ces idées sont développées de manière plus détaillée. Je termine en évoquant brièvement les travaux de l'autre commission que j'ai l'honneur de présider, sur la réparation du préjudice dans les litiges et arbitrages relatifs aux chantiers d'infrastructure. Donc, il s'agit de mener une réflexion sur le rôle et l'utilité des experts dans ce type de contentieux arbitral. Donc nous avons réuni une commission, c'est l'habitude à la PCEF, composée de juristes, d'experts de différentes professions, différentes spécialités. Les travaux sont bien avancés. Nous avons identifié 3 axes, ça sera certainement le plan du rapport. Nous pensons qu'il y a une problématique d'abord sur la caractérisation des désordres, une autre problématique sur la traduction financière et l'évaluation des désordres, et puis une troisième problématique très importante, nous avons eu beaucoup de discussions, c'est venu très vite, sur la compréhension entre les juristes et les experts. Et il y aura une partie importante dans le rapport à ce sujet, dans laquelle nous formulerons des conseils pratiques sur la manière de présenter des données techniques complexes à des arbitres qui peuvent être des techniciens, mais qui souvent sont des juristes. Et nous allons préparer d'ailleurs un glossaire que nous espérons utile
pour les arbitres juristes notamment, pour essayer de comprendre les rapports qu'ils lisent. Alors, les travaux sont bien avancés. Ce sont des sujets assez complexes, ça prend un certain temps, mais nous espérons avoir un premier projet de rapport à la rentrée et de pouvoir le finaliser et le publier pour la fin de l'année. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Là, vous nous faites voir les difficultés de mettre en œuvre ces modes dits alternatifs de règlement des différends, puisque là, nous sommes en matière totalement conventionnelle, les parties ayant, au moment de leur contrat, prévu le recours à une médiation conventionnelle en cas de difficulté. Et nous voyons que, certes, nous sommes encouragés à aller dans cette voie, mais que tout est à faire, puisque aucun texte ne va nous diriger vers le contradictoire, le non-contradictoire, l'oralité ou l'écrit. Voilà je crois que c'est vraiment un grand apport que vous nous faites, et là encore, un sujet totalement d'actualité. Un grand merci. Alors, il nous reste, décidément, on a plus travaillé que je le pensais, une commission qui a travaillé sur un sujet pas plus simple non plus, qui est la détermination des intérêts civils par les juridictions répressives. Et c'est Madame le professeur Coralie Ambroise Castero qui va nous rapporter ses travaux. Madame le professeur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également Monsieur le Secrétaire général de l'APSEF, Mesdames et Messieurs et chers collègues. Alors, il me revient de conclure ces présentations qui ont toutes été extrêmement rapides, concises, claires, j'espère l'être autant, et ne pas dépasser le temps imparti. Alors, ma tâche est difficile et j'ai envie de dire qu'elle l'est triplement. Tout d'abord parce que, hélas, la commission à laquelle j'appartiens n'a pas terminé ses travaux, elle les a commencés plus tardivement, et donc je n'ai pas de conclusion à vous présenter, mais simplement des pistes de réflexion, des suggestions sur lesquelles nous travaillons, certaines étant plus abouties que d'autres. Alors, je vous rassure, nous espérons pouvoir présenter nos travaux sous le contrôle de Monsieur le Secrétaire général d'ici la fin de l'année. Ensuite, deuxième difficulté, parce que je ne suis que le rapporteur de cette commission, le président de la commission est mon collègue Philippe Bonfils, qui, hélas, ne peut être parmi nous aujourd'hui, ce qu'il regrette vivement. Et puis enfin, troisième raison, qui m'est venue d'ailleurs en vous écoutant tous, troisième difficulté pour moi, c'est que je suis pénaliste, et j'ai envie de dire purement pénaliste. Donc, je ne suis pas du tout civiliste ni commercialiste, et j'ai donc une grille de lecture un peu différente. La commission à laquelle j'appartiens est d'ailleurs composée d'avocats pénalistes, de magistrats, souvent pénalistes, VP instruction, d'experts et puis d'universitaires pénalistes également. Et justement, cette grille de lecture, en écoutant ma collègue le professeur Saint-Alariouin, je me faisais une réflexion à propos de la remarque très juste qu'elle faisait à propos de la modification suggérée de l'article L654-2 du Code de commerce sur cette indépendance de la banqueroute par rapport au déclenchement d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. La procédure est déclenchée, finalement il y a nullité de la procédure, mais entre-temps on a ouvert une enquête pénale et déclenché les poursuites, donc l'action publique pour banqueroute. Peu importe ce qui se passe devant la juridiction commerciale, eh bien la banqueroute continue son chemin. Alors c'est ce que j'appellerais, je mets des prudences et des guillemets tout de suite pour ne pas vous inquiéter, en empruntant une expression qui vient des historiens, pas des historiens du droit, des historiens tout court du XIXe siècle, donc c'est à eux que j'emprunte cette expression, c'est ce que j'appellerais la queue de Robespierre. Alors vous allez me dire, que vient faire Robespierre ici ? La queue de Robespierre, c'est l'idée que, même décapité, il reste comme une queue de comète, un canard sans tête. Donc peu importe ce qui se passe devant la juridiction commerciale ou devant la juridiction civile, le pénal, une fois déclenché, eh bien il vit sa vie, même étété,
on n'arrête plus la machine. Et c'est un peu ça qui va rester dans tous les travaux de la Commission. Alors la Commission, elle est, comme les deux plateaux de la balance de la justice, en train de se demander s'il faut maintenir, renforcer cette suprématie du pénal. Souvent, le criminel tient le civil en l'état, et pas l'inverse. Le criminel a autorité sur le civil, et pas l'inverse. Ou si parfois un peu plus de rationalité devrait conduire à une uniformisation des procédures. Et d'ailleurs, on voit que même les pénalistes, sur un des points sur lesquels je reviendrai si le temps est suffisant, montrent bien que même chez les pénalistes, il y a des conflits. On n'est pas toujours d'accord sur la place que l'on doit accorder à ce champ pénal. Doit-il être renforcé dans sa spécificité ou doit-il, comme le suggère très justement ma collègue, suivre une rationalité commerciale? Alors déjà, je m'égare, vous voyez, je digresse sur la banqueroute qui n'était pas mon sujet. Alors, justement, toujours ma collègue Madame Saint-Alain-Roumien soulignait très justement qu'il lui manquait souvent des outils statistiques, et c'est un peu la même réflexion que nous avons eue à propos donc de ce domaine du droit pénal très important. On n'a pas toujours des chiffres actuels. Donc quand on regarde les constitutions de partie civile, celles qui déclenchent l'action publique en matière de droit pénal des affaires, on se rendait compte, pour les dernières statistiques publiées, accessibles à nous autres universitaires qui n'avons pas intranet justice, que dans le rapport Magendie, 80% des constitutions de partie civile qui déclenchaient l'action publique avaient lieu justement en droit pénal des affaires. Alors les chiffres ont dû évoluer, mais nous manquons d'outils statistiques dans le rapport Magendie de 2004. En tout cas, en droit pénal des affaires, il y a vraiment une spécificité de l'action civile par rapport à ce que j'appellerais l'action civile de droit commun dans les autres matières, droit pénal des biens ou droit pénal des personnes. Alors la commission à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir a travaillé sur en gros 4 aspects. Certains sont plus aboutis que d'autres. 4 aspects qui sont tout d'abord les sujets de l'action civile, ensuite l'objet de l'action civile, en 3e lieu les modalités d'exercice de l'action civile, et enfin, dans un 4e point, c'est les difficultés d'évaluation concrète du préjudice économique et financier, puisque la dénomination que nous avons choisie, on l'a légèrement modifiée en cours de route, c'est la réparation du préjudice économique et financier par les juridictions répressives. Alors tout d'abord, quant au sujet de l'action civile, l'article 2 du Code de procédure pénale nous dit que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Alors autrefois, la jurisprudence avait adopté une vision extrêmement restrictive de cette action civile, et puis petit à petit, avec des évolutions légales et jurisprudentielles, on a permis à de multiples parties civiles d'être présentes au procès pénal. Pour des exemples d'ouverture légale, vous avez notamment les assureurs, les fonds de garantie, toutes les associations, les articles 2-1, 3, 4, on en est à 2-24, toutes les associations qui sont en dehors du Code de procédure pénale, dans d'autres codes ou même dans des lois non codifiées. Et puis pour les ouvertures jurisprudentielles, c'est notamment l'admission d'action civile aux proches de la victime ou victimes par ricochet. Alors, cette vision élargie, parfois, en droit pénal des affaires, elle n'existe pas, mais enfin, c'est quand même pas la tendance lourde. Alors, une exception, c'est notamment en matière d'abus de biens sociaux. La Chambre criminelle rappelle très régulièrement, elle vient encore de le faire dans un arrêt de 2017, que seule la société victime de l'infraction est recevable à exercer l'action civile par le biais de son représentant légal. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation, chambre criminelle toujours, juge irrecevable l'action des créanciers, des cautions, des salariés, des syndicats, des actionnaires et même des associés. Alors eux, ils peuvent toujours exercer l'action ut singuli, mais comme le précise le Code de commerce à l'article L225-252, très logiquement, les dommages et intérêts sont alors versés à la société et non pas à l'associé. Alors cette jurisprudence restrictive tend à devenir une exception, puisque si l'on regarde en matière de comptes annuels inexacts,
de délit d'initié, même d'abus de confiance tout récemment, la Cour de cassation en chambre criminelle admet désormais que ces constitutions de partie civile permettent une indemnisation de la personne qui prétend subir un préjudice. Dans le même ordre d'idées, on voit qu'en droit pénal des affaires, on a supprimé quasiment de facto la théorie des infractions d'intérêt général. C'est-à-dire qu'autrefois, la chambre criminelle estimait qu'il y avait des infractions pour lesquelles aucune victime ne pouvait se constituer partie civile, parce que seul l'intérêt général était atteint. Désormais, la Cour de cassation reconnaît presque pour toutes les infractions que des victimes particulières peuvent se constituer partie civile. Elle l'a fait notamment en matière de travail clandestin. Dans une même idée d'élargissement de réparation du préjudice, on notera que la Cour de cassation admet de plus en plus le préjudice moral. Alors ça va de pair avec une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais du préjudice moral des personnes morales. Donc il y a une sorte d'anthropomorphisme juridique qui fait que la personne morale est un être humain comme les autres, qui souffre le prix des larmes. Et oui, c'est ce que la Cour de cassation a dit. Alors si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne sur l'article 8, la personne morale a une vie privée, un secret des correspondances, l'arrêt Colas contre France en est une illustration, et puis on a ce fameux arrêt, alors il n'est pas contre nous, il est contre le Portugal, l'arrêt Commin-Gersol du 6 avril 2000, où la Cour européenne a expliqué, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, le préjudice autre que matériel peut en effet, c'est Commin-Gersol est une société anonyme, comporter pour une telle société des éléments plus ou moins objectifs et subjectifs. Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation de l'entreprise, mais également l'incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l'entreprise elle-même, dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact, et enfin, quoique dans une moindre mesure, l'angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société. Donc on voit bien ici l'aspect objectif-subjectif, tant de la société elle-même que des membres et organes de la direction de la société. Alors on a même eu un arrêt fameux rendu le 10 mars 2004 par la Chambre criminelle qui expliquait que l'État lui-même pouvait souffrir d'un préjudice moral. C'est le fameux arrêt sur les militaires et fonctionnaires de la rade de Toulon qui avaient détourné de nombreux fonds grâce à des fausses factures, des surfacturations. Il y avait des poursuites pour recel, faux, usage de faux, favoritisme, trafic d'influence. Le préjudice matériel de l'État, c'était des fonds publics, ne posait pas de difficulté. Mais l'AJT, à l'époque c'était l'AJT avant qu'il devienne l'AJE, l'agent judiciaire du Trésor, venait expliquer qu'en plus d'un préjudice matériel, il y avait un préjudice moral. L'État souffrait. Hésitation, quel peut être ce préjudice moral ? Eh bien, la Cour de cassation, alors c'est une affaire justement de droit pénal des affaires, l'État est fondé à demander réparation de son préjudice moral résultant des délits de trafic passif d'influence, de favoritisme commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que ces agissements détachables de la fonction à laquelle ils ont été commis jettent le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique. Il y a bien donc un préjudice moral qui se distingue du préjudice à l'intérêt social. Donc on voit bien ce développement massif de tous les préjudices en matière de droit pénal des affaires, y compris du préjudice moral, le prix des larmes. Alors on a aussi une belle affaire qui a été rendue en 2007 sur la constitution de partie civile lors d'une affaire de corruption d'un maire, puisque la commune elle-même souffre de quoi ? D'une atteinte à son préjudice, parce que c'est une ville réputée, c'est le hasard, c'est justement en ce moment que ça se passe, le Festival de Cannes, internationalement réputé, et ça l'a fait souffrir d'avoir un maire qui a été condamné pour corruption. Deuxième point sur lequel la Commission travaille, c'est l'objet de l'action civile. Alors, la Commission réfléchit notamment à la peine comme mode de réparation. Alors on sait que le juge dispose d'instruments qui ont été multipliés, qui permettent de combiner à la fois la sanction et la réparation. Alors il en va ainsi, par exemple, du sursis avec mise à l'épreuve, mais également de la peine de confiscation, qui est prévue par l'article 131-21 et qui permet donc
grâce à cette confiscation, d'indemniser la victime. Alors, une partie de la doctrine estime, et c'est sur ce point que la Commission s'interroge sur un des textes, que ça peut heurter l'essence même de la peine, dont la vocation est de sanctionner le coupable et non pas de réparer le préjudice subi par la victime. Au demeurant, cette indemnisation de la partie civile se fait donc par prélèvement sur les fonds ou sur les biens confisqués, et ça rend ce dernier, par l'effet de la subrogation, débiteur envers l'État, à hauteur de la somme payée, comme le prévoit, c'est l'article 706-164 du Code de procédure pénale. Donc il y a une sorte de double peine lorsque le juge souhaite assurer l'indemnisation de la victime grâce aux biens saisis, mais alors que les conditions légales lui permettant d'en ordonner la restitution au profit de ces dernières ne sont pas réunies. Alors il serait sans doute intéressant de faire évoluer l'article 706-164. Notamment, un des membres de la Commission a émis une proposition de rédaction de l'article 706-164 dans son 5e alinéa, pour éviter donc que le débiteur, après avoir vu ses biens saisis, se retrouve ensuite en plus débiteur de l'État par l'effet de la subrogation. Donc, rédiger ce texte pour permettre d'éviter cette double peine. Je ne sais plus s'il reste beaucoup de temps. Je vais peut-être sauter un ou deux exemples. En troisième lieu, la Commission s'intéresse également aux modalités d'exercice de l'action civile. Alors on sait, l'action civile, et je le disais dans mon introduction, peut être exercée soit devant la juridiction civile, et ça n'intéresse pas la Commission, ou devant la juridiction pénale. Les juridictions répressives sont compétentes en matière civile si l'action publique a été déclenchée par le ministère public ou par la victime qui s'est constituée partie civile. La victime a donc une liberté de choix, mais normalement, une fois qu'elle a fait ce choix, elle doit s'y tenir, tout du moins, si elle a choisi la voie civile, elle ne peut pas aller ensuite devant la voie pénale. La voie pénale est d'ailleurs très tentante, en raison des règles que j'ai énoncées tout à l'heure. Le criminel tient le civil en l'état, le criminel a autorité sur le civil, qui donne parfois la migraine, ce type de règles, aux commercialistes et aux civilistes. Donc la victime est soumise à la règle electa una via, on reste sur la voie civile, d'où le choix, évidemment, du préférence de la voie pénale. Et un des problèmes fondamentaux qui intéresse la Commission, c'est la question, là encore, qui rappelle un peu celle de la banqueroute, un peu étrange pour un non-pénaliste, de l'appel sur les seuls intérêts civils en cas de relaxe du prévenu. Alors, on le sait, en matière de délits non intentionnels, d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, nous avions eu une règle qui était issue de l'arrêt Brochant en 1912. L'idée était très simple, unité des fautes civiles et pénales. Résultat, on était coincé dans une sorte de cercle vicieux et on se rendait bien compte que si on voulait indemniser la victime, il fallait condamner l'auteur. Enfin bon, parfois, condamner l'auteur alors que sa faute était très légère, c'était pas une bonne idée. Mais si on ne condamnait pas l'auteur, on ne pouvait pas indemniser la victime. Donc finalement, cette unité des fautes civiles et pénales a été modifiée, puis finalement, pour ainsi dire, abrogée par la loi Fauchon. Et souvent, on a l'impression que cette règle, où le juge pénal a la double casquette, il peut rendre deux décisions comme un schizophrène, je relaxe pénalement, mais j'indemnise civilement la victime, ça n'existe qu'en matière de délits non intentionnels. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque on voit qu'en matière pénale, lorsque l'individu est poursuivi pour abus de confiance, peu importe, le juge pénal va le relaxer, donc il dit il n'y a pas de faute pénale, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. Donc relaxe. La victime a été déboutée, elle a droit de faire appel, c'est l'article 497 alinéa 3. Elle arrive devant la juridiction d'appel en matière pénale. Et là, que va dire le juge ? Eh bien, il va dire, moi, je vais regarder les faits et peut-être estimer que, en quelque sorte, une infraction a été commise et je vous indemnise, vous, victime. Ce qui peut paraître très curieux, et pendant très longtemps, la Cour de cassation nous disait ceci, je cite l'arrêt, « Si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils ne sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituaient une infraction pénale
et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile. Ça aboutit au fameux arrêt Lagardère contre France en 2012, où la France a été condamnée pour violation de la présomption d'innocence. En plus, M. Lagardère étant mort, il n'avait plus la possibilité de se défendre, donc condamnation de la France sur l'article 6, paragraphe 2. Alors qu'a fait la Chambre criminelle? Elle a modifié sa jurisprudence, un petit peu. Elle a enlevé le mot infraction pénale et elle l'a remplacé par faute, voire dans certains arrêts, faute civile. On en revient au même point, puisqu'il y a un droit de faire appel à l'article 497, alinéa 3. On est obligé de permettre à la victime de pouvoir faire appel, à la partie civile de pouvoir faire appel en cas de relax du prévenu. Sinon, s'il y a relax et qu'on ne lui permet pas ce droit d'appel, ça veut dire qu'on transforme ce droit d'appel en droit stérile, en droit de papier. Donc il faut bien, puisqu'elle a le droit de faire appel, aller devant la juridiction d'appel. Mais que peut faire la cour d'appel? Pour pouvoir octroyer des indemnités, elle est obligée de regarder s'il y a eu, pas infraction pénale, mais s'il y a eu une faute civile. Jusque-là, tout va bien, mais complexité propre à notre matière, c'est que si nous étions devant une juridiction civile, on appliquerait la théorie de la faute séparable, qui n'est toujours pas dans le Code civil. Mais là, on est devant la juridiction pénale. Peut-on appliquer la théorie de la faute séparable? Est-ce que le dirigeant de la société va pouvoir arguer, puisqu'on est sur un procès civil devant le juge pénal, de ce qui lui aurait été applicable s'il s'était trouvé devant le juge civil? J'en reviens à Bacqueux de Robespierre. Eh bien non, a répondu la Chambre criminelle en 2018, plusieurs arrêts du 5 avril 2018. Elle est interrogée pour la première fois très clairement, et donc elle répond très clairement. Non, ce qui aurait été applicable au civil devant un juge civil n'est pas applicable devant le juge pénal qui ne statue que sur les intérêts civils. Donc nous sommes, là encore, sur ces bizarreries, et c'est là où je pense que la doctrine pénaliste s'oppose le plus, puisque, alors il y a des civilistes déjà qui disent c'est dommage, on a réformé le Code civil sans penser à inscrire dans le marbre des textes légaux cette faute séparable, qui existe d'ailleurs aussi pour l'immunité du préposé. C'est un peu ça que nous avons pour le dirigeant, en jurisprudence pour le dirigeant, qu'on aimerait bien avoir dans les textes. Mais en revanche, la Chambre criminelle a dit non. Alors, j'adore les conclusions de l'excellent Renaud Salomon, qui a rapporté sur cet arrêt, et qui explique que finalement, c'est totalement logique en raison de cette autonomie, cette indépendance. C'est-à-dire que le civil, devant la juridiction pénale, eh bien, ce n'est pas le civil devant la juridiction civile. Il en reste quelque chose du pénal et on applique des règles qui sont autonomes. Je comprends que pour les commercialistes et les civilistes, c'est l'étrangeté du monde pénal, toujours ma queue de Robespierre. Il en reste quelque chose. Alors, on se demande ce que l'on doit proposer. Là, je n'ai pas encore de solution, mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels nous travaillons. Et puis, dernier point pour conclure, sur les spécificités de l'évaluation du préjudice économique et financier. Alors, un point particulièrement passionnant qui, personnellement, me donne des tas d'idées, et j'espère qu'on aura des propositions intéressantes à faire, c'est comment évaluer ce préjudice économique et financier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas grand-chose comme instrument de mesure du préjudice économique et financier. On a des expertises, souvent qui sont des expertises comptables, pas forcément des expertises économiques. Donc, déjà, ça c'est un problème. Quel type d'expertise faut-il ordonner? Et puis ensuite, quel est l'instrument de comparaison? Quand un magistrat se trouve face à un préjudice économique et financier, comment peut-il, ici ou là, dans telle ou telle région, dire voilà, ce type de préjudice à la réputation s'étend? Alors, si on regarde la nomenclature d'Antillac, on a quand même un référentiel. Et mon excellent collègue et ami Benoît Mornay c'est un grand spécialiste du préjudice corporel, donnait cet exemple qui m'a frappé. La perte d'un enfant devant une juridiction pénale pour les parents. Quand on perd son enfant, c'est entre 20 000 et 40 000 euros. Voilà un référentiel. Et comment expliquer, et d'ailleurs quel est le point de référence, quand nous avons un dirigeant d'entreprise qui, lors d'un rachat, l'affaire Adidas et le Crédit Lyonnais, son préjudice moral est évalué à 45 millions.
comment savoir si c'est le bon référentiel, à quoi se conformer. Donc voilà une piste de réflexion qui serait d'essayer d'aller vers un référentiel, une nomenclature APSEF qui permettrait de dire voilà quelles sont les pistes, les instruments de mesure pour savoir comment évaluer ce préjudice. Alors j'ai été sans doute un peu trop longue, mais je vous remercie de votre attention malgré l'absence de conclusion définitive de notre commission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le professeur. Nous attendrons avec un grand intérêt la fin de vos travaux et de pouvoir lire la suite et savoir ce que va devenir cette queue de Robespierre, parce que j'avoue que la question est délicate, mais sachez que pour la banqueroute, nos discussions ont été aussi très animées. Voilà, malheureusement, nous devons libérer non seulement la salle, mais l'atrium pour 18h30. Je crains donc que nous n'ayons pas le temps d'ouvrir le dialogue. Je veux simplement remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants en espérant qu'ils vous ont donné envie de lire l'ensemble de nos travaux. Et je le redis encore, je vous invite tous à venir nous rejoindre et à participer à cette commission. Je crois que maintenant, nous pouvons ouvrir les portes qui se trouvent en face de moi et nous retrouver dans l'atrium pour boire un petit peu ensemble et continuer là à dialoguer de façon très informelle. Merci à tous.